Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet écho, votre hebdomadaire de l'économie, vous entraîne cette semaine à la découverte de ces niches d'affaires qui se sont révélées à la faveur de la lutte contre le coronavirus. Au Cameroun, des fabricants instantanés de masques ont vu le jour. Le gel hydroalcoolique, ce produit qui jusque-là était réservé à une certaine catégorie sociale, fait aujourd'hui partie des biens de consommation courante, à l'instar du riz, du blé, du poisson, mais à la différence que contrairement aux trois derniers produits cités, les masques, les gels et un certain nombre de produits directement liés à la lutte contre le Covid-19, eux, sont fabriqués localement. Le commerce en ligne a également pris de l'ampleur. Mais alors, comment stimuler le génie dans les affaires afin de booster la production locale? Y a-t-il une politique nationale de promotion de l'investissement local? Cet écho ouvre l'enquête. Ils sont sortis de nulle part, ces producteurs de masques, de gel hydroalcoolique, de gants et de bien d'autres produits très demandés dans la lutte contre le coronavirus. Alors que la pénurie mondiale affecte même les États les plus nantis, ces hommes et femmes d'affaires improvisés ou réorientés ont réussi à eux seuls à donner satisfaction à la demande nationale dans les grandes villes camerounaises. Les masques ont pris la couleur du pain local. Les industries cosmétiques se sont mises à la production en masse des gels hydroalcooliques et de certains produits d'entretien très demandés dans la lutte contre le coronavirus. Les grandes surfaces, à leur tour, se sont mis au commerce en ligne. Face aux exigences du confinement, le Cameroun a su faire face et marque jour après jour des points contre cette pandémie. Comment tout cela a-t-il été possible et comment se déploie ce commerce souterrain? Cet écho vous plonge dans l'univers de l'informel du Covid, grâce auquel le Cameroun tient debout. Marché Mokolo de Yaoundé. Nous sommes ici, au lieu du secteur des masques. Ces tailleurs se sont installés de manière spontanée, ayant flairé comme un chien de chasse l'opportunité d'affaires qui s'offrait à eux, avec la nécessité du port du masque. Le ministre nous a demandé de confectionner les casques-nez. Nous nous sommes engagés donc et on fait de différents modèles avec de différents tissus qui coûtent aussi à de différents prix. Oui. Les tissus qui coûtent cher, nous les vendons à 500. Les moins chers, comme le coton glacé. Nous utilisons le coton glacé, les moulants, les telgas, doublé et non doublé. Quand c'est doublé, ça revient un peu plus cher. Le moulant revient un peu plus cher. Et quant au mouvement, avant là, ça coulait, mais pour l'instant, c'est un peu lent. Ils ont abandonné leurs ateliers. Le secteur des masques est désormais leur lieu de travail. Si le business en ses débuts a suscité de véritables espoirs, leurs prétentions aujourd'hui ont été revues à la baisse. Et il faut désormais, plus que jamais, s'adapter aux exigences du client roi. Je suis venue confectionner mes masques pour ma famille. Avec les marchands, il y a plusieurs manipulations. Les gens essayent, ils prennent ce qu'ils veulent. Je préfère acheter mon tissu pour venir confectionner les masques pour ma famille et moi. Dans cette industrie improvisée, de nombreux masques sortent chaque jour. Direction les rues commerçantes de Yaoundé, où les vendeurs à la sauvette les proposent jusqu'à 1500 francs CFA parfois la pièce. C'est en fonction bien sûr de leur qualité et de leur lieu de vente. Ils sont comme ça, des milliers de Camerounais qui sont sortis de leur morosité quotidienne pour saisir l'opportunité que représentait le Covid-19. Dans notre chiffre, nous avons constaté que cette activité nous apporte un plus. Donc, ce qui nous fait comprendre effectivement que si on le fait au quotidien, on pourra davantage ressentir la plus-value dans nos caisses. Donc, c'est très important. Des fabricants et commerçants de masques, bien sûr, mais aussi et surtout des vendeurs de seaux robinets qui permettent désormais à l'entrée des édifices publics, privés et même de certains domiciles de se désinfecter les mains. Là aussi, les affaires sont fructueuses. Avant le Covid, on vendait ces réserves avec robinet. Bon, c'est après la pandémie qu'on on s'est rendu compte que les gens achetaient de plus en plus et certaines élites qui faisaient les dons dans les villages, on passait aussi beaucoup de commandes. C'est ça qui nous a poussé à fabriquer en grande quantité. Désormais, les rues de la capitale surabondent de ces produits qui sont entrés par inflation dans nos vies.
pour les besoins de la cause. Dans les magasins, les étagères, autrefois réservées aux produits d'entretien, sont devenues de véritables présentoirs anti-Covid-19. Outre les produits classiques qu'on y trouvait, les gels et solutions hydroalcooliques y affichent aujourd'hui fière allure. Leur variété témoigne de la diversité de leurs fabricants qui, malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ont choisi de rester dans l'ombre. Un secteur a vu son chiffre d'affaires exploser en cette période de lutte contre le Covid-19, celui de la vente des produits de la pharmacopée traditionnelle. Il était jusqu'alors un secteur réservé aux seuls adeptes de la médecine traditionnelle. Mais devant l'inconnu du coronavirus, les vendeurs d'écorce et autres citrons, gingembre, miel se sont improvisés en tradis praticiens. Ils prescrivent et procurent des combinaisons qui, disent-ils, préviennent et traitent du Covid-19. À propos de la pandémie Covid-19, nous faisons un traitement, nous associons, nous donnons un conseil. Et on prend, il y a les coups, la quinine blanche, la chloroquine, il y a l'écorce jaune, il y a le quinqueliba que nous conseillons à tous les chefs de famille, à toutes les familles, à tous les citoyens. On prend ça, on découpe, on trempe ça dans l'eau. De préférence, nous conseillons ici à mettre ça au soleil. Il y a aussi, on associe dans ça la loi vira. À prendre en famille un verre matin, un verre soir, qu'on est malade ou qu'on n'est pas malade, nous conseillons cela à tout le monde. L'activité a reçu un écho favorable dans nos villages qui se sont transformés pour les besoins du moment en base arrière d'approvisionnement. Généralement, nous avons des gens qui nous ravitaillent, qui viennent des villages voisins, là où il y a encore des forêts. Et quand ils vont en forêt, ils enlèvent des écorces. Ils viennent particulièrement, nous avons la zone de Matom. Et sur l'Arc nous avons la zone de Bala, les Bousoumfou. Si le Covid-19, pour certains, est un véritable cauchemar, pour cette start-up basée à Bafoussam et qui propose des portiques automatiques de désinfection, ce sera peut-être le point de départ de la marche vers la prospérité. C'est en tout cas ce qu'espère le porteur du projet. Armel Serge Djidjou est un ingénieur et travaille avec un groupe d'amis à proposer des solutions d'ingénierie aux problèmes qui se posent à la société. Bonjour, Monsieur Djidjou. Bonjour. Nous avons réussi à vous joindre par Skype aujourd'hui pour parler avec vous des raisons qui vous ont poussé à vous investir dans la fabrication des portiques de désinfection. Comment cela s'est passé? Alors, avec l'arrivée du Covid, qui s'avère être quelque chose de vraiment effroyable, on a très vite compris que les solutions extrêmes, comme des confinements qu'on a observés ailleurs, seraient difficiles dans notre environnement. Encore que même ceux qui l'ont expérimenté, avec des moyens colossaux, semblent s'y enliser. On a bien observé que dans la pratique du lavage des mains et des autres gestes barrières recommandés, il y avait quelques difficultés opérationnelles. Vous imaginez bien que devant un supermarché ou devant une banque, on prépositionne un agent qui doit donner du gel hydroalcoolique ou bien on prépositionne de l'eau avec du savon. On observe bien qu'il y a comme une barrière mentale. Les gens arrivent, se rendent compte qu'ils doivent toucher à l'eau ou d'autres ont touché. Ils doivent toucher au savon, le même que tout le monde utilise. Les agents eux-mêmes qui sont préposés à cette tâche, c'est des êtres humains. Parfois, ils sont fatigués, parfois, ils sont un peu défaillants. Bref, les gens arrivent à se dérober. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit automatique et qui soit moins cher? C'est ça la problématique à laquelle nous avons pensé au portique de désinfection comme une réponse. Vous êtes ingénieur de formation, c'est ça? Oui, mais je ne suis pas seul, hein, c'est toute une équipe. Moi, je suis de l'informatique, mais je travaille avec un microbiologiste, un ingénieur en informatique, un ingénieur en électronique, un ingénieur en électrotechnique. Donc, c'est vraiment le travail de groupe
qui permet d'aller vite dans la résolution des problèmes et d'être efficace parce qu'on regarde de manière transversale tous les aspects. Le portique, il fonctionne comment? Alors, le portique, il détecte la présence de quelqu'un qui arrive. Donc, il y a un plancher sous lequel la personne doit stationner pendant 6 secondes. Pendant les 6 secondes, il y a un spray de désinfectant et une ventilation. La ventilation lui enlève les poussières. Le spray lui envoie un produit qui va détruire le virus qui se serait posé sur ses vêtements ou n'importe où. Le plancher sur lequel il est a la solution désinfectante, donc même ses semelles, la semelle de sa chaussure est désinfectée. Et puis, parallèlement à ça, comme la main est quand même l'endroit du corps qui est le plus sensible, il y a un endroit où il doit mettre la main pour que la main soit vraiment puissamment exposée au désinfectant. Au bout de 6 secondes à peu près, il y a un bip sonore qui lui indique que l'opération est terminée et il peut s'en aller. Ça, c'est pour le portique. Nous faisons aussi des tunnels. Là, l'usager n'est pas obligé de s'arrêter. Mais le tunnel étant long, on est sûr que le long de son trajet dans le tunnel, il est resté assez longtemps au contact de désinfectant pour avoir le même résultat. J'imagine que pour vous, c'était une occasion de faire du business pour vous et pour votre équipe. Est-ce que cela a marché? Dès qu'on a fait l'annonce, avec notamment le relais médiatique que la CRTV et d'autres médias ont su donner à cette initiative, il y a donc un intérêt du public. Mais malheureusement, nous sommes une petite start-up qui n'étions pas préparés du jour au lendemain à produire un produit nouveau en centaines ou en milliers. Donc, on arrive, on se bat depuis quelques semaines là, à essayer de stabiliser une capacité de production pour au moins satisfaire les clients institutionnels. À ce jour, vous avez pu produire combien de portiques? On a mis en place une unité depuis une semaine qui va pouvoir nous permettre de produire 25 portiques par semaine. Donc, les premiers clients vont être livrés ce week-end, tout le long du week-end, et ainsi de suite, en attendant d'avoir la capacité de faire mieux, parce que la demande est conséquente. Est-ce que vous avez été approché par des bailleurs? Le vrai bailleur, c'est le client. La seule difficulté que je peux avoir comme start-up, c'est que les clients hésitent à faire des avances. Ça veut dire que nous devons d'abord produire avant de vendre. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et surtout beaucoup de courage dans votre entreprise et félicitations à toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci encore à la CRTV qui aura été avec nous tout au long du processus. Avec environ 700 000 tonnes de consommation annuelle, dont plus de la moitié vient de l'extérieur, le riz talonne de très près le poisson congelé qui représente à lui seul plus de 90% de la consommation des produits aquatiques au Cameroun. Mais il y a aussi le blé qui représentait en 2018 149 milliards des 3 405 milliards de nos dépenses d'importation. Voilà des secteurs sensibles qui touchent à la production des biens de consommation de masse complètement dépendants de l'extérieur, des biens qui pourtant auraient pu être produits localement. Qu'est-ce qui fait problème? Comment booster l'investissement local? Cet écho, dans sa démarche d'investigation, lève un pan de voile sur cette nébuleuse. Marthe-Angéline Minja, la patronne de la promotion de l'investissement en terre camerounaise, nous apportera quelques éclairages sur la démarche gouvernementale en cours pour accroître la production locale. Il représente à lui seul près de 700 000 tonnes de consommation au Cameroun. Le riz est aujourd'hui un aliment incontournable de nos tables, mais il coûte à notre pays, en termes de fuite de devises, un peu plus de 200 milliards de francs CFA par an. Le riz vient s'ajouter à la longue liste de produits de consommation de masse qui nous viennent de l'extérieur. Les importations de poissons et autres crustacés en 2018 ont coûté 449 milliards de francs CFA. Des chiffres en augmentation en 2019 et qui représentaient environ 20% de l'enveloppe budgétaire de l'État qui s'élevait alors à 4 850 milliards de francs CFA. Idem pour le blé, grâce auquel nous avons de la farine pour fabriquer du pain, de la pâtisserie, des beignets, et dont les importations cumulées en 2019 avoisinaient les 800 000 tonnes. Si on y ajoute les 120 milliards que coûtent les produits pharmaceutiques par an, on voit alors
où va l'essentiel de ce que produit le Cameroun et pourquoi la pauvreté est toujours en pente. Pourquoi ne pas alors accompagner le secteur productif camerounais qui pourrait inverser la tendance? Pour produire, par exemple, 100 000 tonnes de riz par an, la CEMRI reçoit une subvention de 300 millions de francs CFA seulement, très loin derrière les 40 milliards de francs CFA environ que l'État a dû sacrifier depuis la défiscalisation du prix du riz importé en 2008. Le secteur privé camerounais est pourtant qualifié de dynamique et les Camerounais savent consommer les produits de leur terroir. Avec 10% seulement du poisson produit localement, une récolte d'à peine 150 000 tonnes de riz par an et une quasi nulle de blé, le champ est ouvert pour les producteurs locaux, s'ils sont bien accompagnés bien sûr. Au Cameroun, l'Agence de promotion des investissements a été créée pour aider, comme son nom l'indique, à l'investissement national. Qu'est-ce qu'on y fait? À quoi sert-elle? Quels résultats depuis sa création? Comment peut-elle aider à l'explosion de l'investissement? Rendez-vous dans quelques minutes seulement avec le patron des lieux que nous sommes allés rencontrer. Bonjour, Madame la Directrice Générale. Bonjour, Gisèle. Et surtout, merci d'avoir accepté de nous accueillir chez vous. C'est de tout cœur. Nous allons entrer par là. Vous faites la promotion de l'investissement. Et la crise du Covid-19 nous a permis de constater certaines lacunes dans le domaine de la production de certains biens de consommation de masse. Y a-t-il une politique nationale en matière de production de consommation de masse? L'Agence de promotion des investissements a organisé en novembre 2019 un forum dont le thème portait justement sur cette problématique, l'industrialisation à travers l'import-substitution, focus sur l'aquaculture, la maïsculture et la riziculture. Donc c'est un problème qui existe et ces produits-là sont essentiellement ceux qui déséquilibrent notre balance commerciale parce qu'en 2018, le Cameroun était à 730 ou 750 milliards pour les importations de ces seuls produits de grande consommation. La loi de 2013 sur laquelle nous nous appuyons, qui gère les incitations dans notre pays, a prévu un cadre incitatif pour l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, etc. Et d'ailleurs, la promotion locale de l'investissement existe. Quand vous regardez dans le DSS, vous regardez le plan directeur d'industrialisation, il y a une part belle qui est faite pour la promotion de l'investissement local. Maintenant, il s'agit, les textes sont là, est-ce qu'on les applique? On a besoin de voir cette cohérence qui encourage les hommes d'affaires, les opérateurs économiques à s'investir. Il est plus facile pour un homme d'affaires d'importer le produit, de le dédouaner et puis de le mettre sur le marché parce que nous avons les problèmes d'accès aux fonciers, les problèmes de financement, les problèmes de procédures. Nos procédures sont trop longues, etc. Il faut dire aussi que ces produits sont subventionnés. Les produits de première consommation sont subventionnés. Je prends l'exemple de l'Union européenne qui subventionne l'agriculture. Vous avez le riz au niveau de l'Asie qui est subventionné et le riz qui est produit localement est plus cher que le riz importé. Moi, j'ai vu dans un supermarché ici, j'étais un peu scandalisée, j'ai vu le kilo de riz à 2000 francs CFA. Le riz camerounais, qui est très bon d'ailleurs, mais malheureusement qui est produit à des coûts très élevés. D'ailleurs, de vous à moi, Gisèle, je peux vous dire qu'à ce jour, nous sommes conscients qu'il y aura l'après-Covid-19 au niveau de l'API. Nous sommes déjà en train de mettre en place des stratégies pour qu'on ne soit pas surpris par la fin de cette pandémie. Il faut que le Cameroun soit visible parce qu'il y aura certainement beaucoup de marchés à prendre et il faudra que nous puissions attirer les investisseurs qui vont, parce qu'il y aura beaucoup de choses. La vie ne sera plus jamais pareille, même dans le domaine de l'investissement. Les comportements vont changer. Donc nous sommes en train de réfléchir en ce moment
pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le Cameroun ne soit pas en reste et qu'on ne soit pas surpris par ces nouvelles mesures qui seront prises au niveau international. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'accès à la terre. Il y a peut-être le problème de l'accompagnement aussi de ceux qui acceptent de s'investir dans les secteurs agro-pastoraux. Est-ce que vous pensez qu'à court terme, on peut agir? Oui, je crois que ça fait partie de nos missions régaliennes. L'accompagnement a une place très importante au niveau de l'API parce que si un investisseur arrive au Cameroun et qui n'est pas accompagné, il repart tout de suite dans le pays voisin. Donc, nous mettons un accent particulier à ce que les investisseurs soient accompagnés. Mais il peut arriver que cet accompagnement ait également des limites parce que l'API ne peut pas agir de manière brutale, je veux dire, je peux parler de brutalité, sur nos partenaires. Nous n'agissons pas seuls. Nous travaillons avec d'autres administrations. Nous travaillons parfois avec d'autres partenaires qui ne comprennent pas souvent le bien fondé de notre démarche quand il faut accompagner un investisseur. Les habitudes ayant la peau dure, nous sommes parfois confrontés à des résistances des structures partenaires. Mais je peux vous assurer que nous faisons le maximum pour mettre l'investisseur à l'aise, pour l'accompagner parce que j'avoue qu'il faut toujours le caresser dans le sens du poil. Surtout celui qui vient de l'étranger, mais je n'ai pas l'impression qu'on caresse dans le sens du poil celui qui est installé ici localement, c'est-à-dire les Camerounais eux-mêmes. Là. C'est l'impression peut-être qui se dégage, mais je suis désolée. Sur toutes les conventions que nous avons signées depuis 2014, je puis vous assurer que les Camerounais occupent une place de choix et ils sont même les premiers investisseurs dans ce pays. Contrairement à ce qu'on pense, j'ai les chiffres. Les Camerounais signent à peu près 60% de conventions d'investissement dans notre pays. L'économie camerounaise est dominée par les nationaux, contrairement à d'autres pays africains. Mais ces mêmes Camerounais se plaignent également de ne pas toujours bénéficier des mêmes facilités que les investisseurs étrangers. Ça m'étonnerait parce que la loi de 2013, qui est notre boussole, cette loi n'est pas discriminatoire, ni même, elle ne fait pas intervenir l'approche genre. Si nous voulons survivre après le Covid, on fait quoi maintenant? Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons proposer au gouvernement une amélioration de notre dispositif réglementaire en ce qui concerne l'investissement. Parce que la concurrence va être rude, donc il faudra avoir des textes plus faciles, un environnement plus incitatif, parce que nous sommes dans un domaine de concurrence. Il est question même pour nous, pour les produits dont je vous ai passé, les produits de grande consommation, d'aller rechercher les investisseurs. C'était Madame Marthe Angéline Mindia, Madame le directeur général de l'Agence de promotion des investissements, qui a accepté de nous ouvrir les portes de son bureau pour évoquer avec elle les possibilités offertes à notre pays, à notre secteur productif, de s'investir dans des secteurs de production des biens de consommation de masse. Merci Madame le directeur général. Merci Gisèle, mais il y a quand même un frémissement. Sans vouloir relancer le débat, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que nous avons des nationaux, des opérateurs économiques qui sont déjà dans ces secteurs. Nous avons un jeune Camerounais qui se trouve à Batyenga, qui a déjà qui cultive 500 hectares de maïs. 500 hectares. Nous avons au niveau de la Dibamba un Camerounais qui fait dans l'aquaculture et qui est considéré comme le premier producteur de poissons en Afrique, dans la CEMAC, et il exporte à la CAC. Donc nous avons quand même quelques exemples comme ça qui montrent que si il y a une volonté politique avérée pour développer la production de ces produits sur le plan local, je crois que nous allons y arriver. Et c'est ici que prend fin cette édition de Cet Écho.
qui nous a entraînés dans l'univers de l'investissement local au Cameroun. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez apprécié. Mon équipe et moi-même vous remercions pour votre attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine si vous le voulez bien. Mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin des vôtres.